absolument faramineuse, et quand on essaye de protester contre ces situations, alors là, il y a la Cour de justice. Dire un mot là-dessus, parce que c'est sublime. La Cour de justice européenne, dont nous connaissons les orientations, qui sont libérales-libertaires, on va dire, parce qu'elles sont ultralibérales en économie, en social, elles sont libertaires en mœurs. C'est la totale. Et les braves camarades de la Cour de justice européenne, il y a eu des arrêts retentissants il y a 4-5 ans. Alain Supiot avait écrit un merveilleux article dans Le Monde qui s'appelait « Vers un communisme de marché ». Je vous le signale, il est sur le net, vous pouvez le retrouver facilement. Il y en a des versions courtes, des versions longues. Je vous signale la version longue quand même. Et il avait fait une analyse d'un certain nombre d'arrêts qui s'appellent Viking, Ruffert, Laval, pardon. En gros, je résume, parce que tout ça est très complexe. Aujourd'hui, les syndicalistes ne peuvent plus se battre pour empêcher qu'on embauche chez eux des gens qui viennent d'un autre pays à des prix en dessous des minimums de convention collective, puisque c'était des travailleurs lettoniens qui venaient en Suède, je crois, c'est une entreprise en Suède, et parce que la Cour de justice écrit en toutes lettres. J'ai ici, je ne vais pas vous le lire, j'ai le texte de la Cour de justice, un extrait. En gros, le droit de la libre circulation des biens, de la marchandise, et le droit de la libre installation l'emporte sur les droits sociaux. Voilà, pour résumer. Voilà. On ne va tout de même pas empêcher une entreprise de s'installer là où elle veut, même si par ailleurs, ça se fait à partir du dumping social. Autrement dit, la Cour de justice, dans ses arrêts, sacralise, grave dans le marbre, le dumping social. Voilà. Ça me paraît extrêmement grave et très... Alors, Supiot, on connaît Supiot, moi j'aime bien, j'aime beaucoup Alain Supiot. Alors Supiot est toujours un peu radical, alors dans son article, pour ceux qui le liront, il comparait la situation actuelle de l'Europe à la Chine. Bon, moi, comparaison n'est pas forcément raison, en disant la Cour de justice, dans le fond, c'est le politburo, et en bas, dans le capitalisme sauvage. Bon, oui, enfin bon, ça a permis que beaucoup de gens lisent l'article, mais je pense qu'il a raison sur un point, c'est que nous avons effectivement tout en haut une espèce de bureaucratie communautaire qui est extrêmement forte, et nous avons en bas, cette bureaucratie se charge, par le biais d'un droit manipulé, se charge de déréglementer totalement. Ça, c'est quelque chose, ça me paraît étonnant, extraordinaire ce que je vous dis, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, et c'est vrai que pour l'instant, eh bien, il n'y a pas trop de riposte, mais alors, pour une raison qui s'explique très bien, la connivence dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi le fait que la Commission a développé toute une théorie de la gouvernance. Il y a eu un livre vert en 2001-2002 sur la gouvernance, qui est un chef-d'œuvre de 9 langues orwelliennes communautaires, rédigé dans un sabir comme Maurice de Gaulle, absolument extraordinaire, mais qui est quand même intéressante. Parce que quand vous allez à Bruxelles, vous en apercevez. C'est que la société civile est complètement impliquée, complètement imbriquée avec la Commission, les États nationaux et les syndicats de la CNS. Tout ça, ça forme une espèce de nébuleuse galaxie. Tout ça emploie un langage absolument extraordinaire. Là, il y a des trucs fabuleux. Enfin, quand on veut arriver, par exemple, à la même chose, on ne dit pas qu'on va se coordonner. Enfin, non. On va faire la MOC. Alors, la MOC, c'est la méthode ouverte de coordination. Sublime. Non, mais c'est authentique. Alors, vous participez à la MOC, vous êtes syndicaliste. Bon. La méthode ouverte de coordination, c'est pas un benchmarking, oui, excusez-moi, en bon français, un étalonnage. Hein, pour squeezer tout le monde, les partenaires sociaux, les entreprises, les États, les parlements, des experts, autoproclamés, se mettre tous ensemble d'accord pour savoir comment on peut avancer vers les bonnes pratiques. Et un jour, au bout de 3-4 ans, sans que rien n'ait jamais été publié, vous êtes tombé dans la bonne pratique. Vous avez un renforcement de bonnes pratiques qui se retrouve, qui se fusionne, et finalement, ce qui devait avoir lieu a lieu, et personne, dans le fond, n'a pas vu grand-chose arriver. Vous savez, c'est bien la grenouille, vous savez, quand on veut tuer la grenouille, on la met dans l'eau froide, on chauffe progressivement la grenouille, et au dernier moment, elle s'aperçoit qu'elle brûle, mais elle est brûlée. C'est exactement ça, la MOC. La MOC, la méthode. Alors, vous allez sur le net, vous tapez MOC, vous avez des milliers d'articles de profs de droit, des articles qui sont extraordinaires, qui discutent à longueur de colonne, qu'est-ce que la MOC, c'est pas ça. C'est fabuleux, mais c'est très simple, la MOC, d'une certaine façon. Et là, alors là, la démocratie n'existe plus. Et la société civile, dire un mot là-dessus, est inclus là-dedans. Est incluse là-dedans, pardon. Parce que, alors c'est quoi, vous me direz? Oh, c'est extraordinaire, quand vous allez à Bruxelles,
il y a des gens, il y a un groupe qui s'appelle Oxfam, mouvement altermondialiste belge, et Oxfam, ils sont copains comme cochons avec la commission. Au début, j'étais un peu étonné, un peu flirté avec l'intermondialisme il y a quelques années, dirons-nous. Et là, vous dites, c'est bizarre, c'est un peu curieux. Ben oui, mais ils sont subventionnés par la commission. Vous allez à une réunion, ils sont à côté du représentant de la commission. La dernière à laquelle j'ai assisté, c'était extraordinaire, c'était un peu, c'était pas le travail des enfants, mais c'était comment on peut empêcher l'esclavage dans certains pays, parce que dans les pays. Et alors là, vous entendez des gens qui vous disent, d'ailleurs ce jour-là j'ai quitté la salle avec un autre qui était là, CFDT pour une fois il était très bien d'ailleurs, et on quitte la salle, ça suffit, maintenant on arrête, et le type d'Oxfam était en train d'expliquer avec le type de la commission que, en fond, le travail des enfants, comment dire, ça serait être protectionniste et donc défendre les riches et les puissants, les capitalistes et les États nationaux, authentiques, hein, que d'interdire le travail des enfants, parce que dans le fond, les enfants, dans ces pays où ils crèvent de faim, ils nourrissent leur famille, dans le fond. Et dans le fond, ça serait anti-progressiste que d'interdire le travail des enfants. Il faut trouver les moyens de les faire travailler, mais de façon équitable, etc. Et les types étaient un peu ahuris, mais c'est authentique, hein, ce que je raconte, voilà, bon, je peux en raconter des milliers d'anecdotes. Et voilà ce qu'ils nous racontaient. Ils sont tellement imbriqués, si vous voulez, c'est une nébuleuse politico-étatico-communautaire, je ne sais pas comment vous dire. Ils sont tellement imbriqués que finalement, comment dirais-je, ils sont les uns par rapport aux autres dans une espèce de connivence totale. Ils n'arrivent plus à voir exactement où ça se situe. Encore une fois, je crois que c'est même pas le fait d'être payé, parce que s'ils étaient payés, à la limite, bon, je crois que la femme d'Oxfam qui était là était une femme sympathique. Et je pense pas qu'elle était payée, son organisation, oui, mais ils finissent par croire, passez-moi l'expression, à leur propre bêtise. Ils finissent par s'auto-intoxiquer et on ne peut plus rien dire. Et quand vous dites quelque chose, alors vous êtes traité alternativement de nationaliste, de gauchiste, de fasciste, non, pas trop, mais ça devrait venir. Mais voilà, bon. Le type de la CFDT m'avait traité à l'époque, cet après-midi-là, de cristiano-gauchiste, bon, très bien. Vous voyez, les syndicats chrétiens en Amérique latine sont des cristiano-gauchistes. Bon, très bien, bon, voilà, bon, très bien. Je l'ai quand même poussé à sortir avec moi, on est parti, mais voilà, bon, c'est un peu curieux. Mais c'est authentique. Et ça, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la crise du syndicalisme européen. Voilà. Alors, c'est un scénario qui est triste, hein, je reconnais, quoi, qui peut être triste. Et en même temps, tout ça est complètement verrouillé. Verrouillé. Et je signale en passant que c'est aussi verrouillé au plan mondial, avec l'OMC. Parce que c'est les mêmes qu'on va retrouver. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut connaître, que personne ne connaît. C'est qu'aujourd'hui, dans le fond, ce sont les mêmes appareils chips qu'on va retrouver à la CES, dans l'orbite de la Commission, en France, pas loin de l'OMC, de l'OIT, et maintenant de la Confédération syndicale internationale. Puisqu'il y avait deux grandes confédérations mondiales, il y a encore quelques années, il y avait la CISL, on va dire pro-américaine, quand même, et puis il y avait les syndicats chrétiens, moi je les aimais bien, la CNT, qui étaient des latinos, et les latinos, voilà, bon, les Américains ils n'aimaient pas trop, ce qui fait qu'ils avaient une ligne en Amérique latine qui était assez sympa. Bon, je ne parle pas de la FSM, des stalinoïdes déjantés, bon, c'est là, bon, ils existent encore, je ne sais pas où ils sont. À l'époque, ils siégeaient en Syrie, vous imaginez, bon, c'est pas... J'ai rien contre la Syrie, hein, je vous rassure, mais bon, c'est pas vraiment un pays non plus démocratique quand même, bon, même si on aime bien Bachar de temps en temps, voilà, bon, mais quand même, c'est quand même pas exagéré. Je sais pas où ils en sont, je sais pas où ils siègent, peut-être au Corée du Nord. Mais authentique, hein. Alors il restait deux grands, mais ils sont fusionnés. Les syndicats chrétiens ont disparu dans le fond. C'est les Américains qui l'ont emporté. Moi j'en suis absolument persuadé. Et donc tout le courant chrétien un peu révolutionnaire a disparu. Et aujourd'hui, il y a eu pendant longtemps une grande bagarre, je ne sais plus où on en est vraiment, c'est très compliqué. Moi je connaissais des tas de copains syndicalistes chrétiens, notamment en Roumanie. Et la grande bagarre en Roumanie, quand Ceausescu a disparu, ça s'est effondré, c'était qui va prendre le leadership, si je veux dire, je n'aime pas le mot, voilà, à la tête des syndicalistes. Et la grande bagarre, c'est les syndicats chrétiens ont été bien placés, puis les Américains sont arrivés avec leur dollar, quoi, leur fric, et ils ont complètement squeezé le truc. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout ça la crise. C'est la bureaucratie, c'est le conservatisme organisationnel, c'est ce ralliement des idéologies dominantes, c'est un mode de fonctionnement mondial, international qui est absolument épouvantable. Alors,
dire quand même un petit mot en conclusion, parce que je vois que le temps passe, et puis on pourra en dire pendant des heures. Et quand même, vous allez me dire, ça c'est très pessimiste. Je crois que c'est... Moi, j'ai jamais été pessimiste. Je le redisais au début, je redis ce que je dis au début, c'est que c'est quand même un mouvement de masse. Et puis je vous le dis en passant, mais j'espère qu'il n'y a pas d'espions de différents syndicats, mais tant pis, je le dis quand même. Ceux qui ont envie de le faire, qui veulent le faire aux différents niveaux, je pense que le militantisme syndical est une très très bonne école. On y apprend beaucoup de choses, on y connaît des gens de tous les métiers, on y connaît toutes les régions de France. Moi j'ai appris des tas de choses. Et puis, quand on est délégué syndical, je ne vais pas le dire comme ça, mais enfin, on est père peinard, quoi. Quand vous êtes délégué syndical dans votre entreprise à Carpentras, enfin Carpentras ou à Namur, si on est belge ou ailleurs, vous savez, les mecs qui sont en haut à Paris, ceux qui viennent le dénoncer, ils ne peuvent rien faire. Et on est très tranquille, et on peut mener aussi, je ne devrais pas le dire comme ça, à l'abri de la Confédération, sa propre ligne, faire des expériences, on va dire comme ça. Et non, mais c'est très important. Moi, j'aurais fait voir, en général, tu ne dois pas faire l'alliance avec un tel, machin, etc. Puis finalement, ils acceptaient, ils ont besoin des gens. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est une petite anecdote, mais c'est important. On a de la liberté, et si on veut s'engager, c'est très intéressant. Puis on apprend vraiment des tas de choses. Alors, quand même, un rayon de lumière, je vais terminer là-dessus. Que faudrait-il faire? Vous allez me dire, comme disait Lénine, que fait camarade Lénine, on peut le citer pour une fois. Et puis, il était très intelligent, un bon stratège quand même. Voilà, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il y a plusieurs axes. D'abord, il faut se battre. Si on est dans un syndicat, alors, on peut être délégué syndical, mais on peut être aussi, moi j'ai été délégué, puis après je peux me retrouver en haut, je me faisais engueuler par les mecs d'en bas, que j'avais d'abord engueulé moi-même quand j'étais en bas, ça c'est le jeu. Je crois qu'on peut faire des choses au plan des idées. Ils n'en ont pas beaucoup. Et je pense qu'on peut leur amener des idées, on peut être très malin, on peut faire passer des concepts. Voilà. On peut conquérir des places. Voilà. C'est important, c'est important. Sur l'époque, on parlait de faire de l'entrisme. C'est pas de l'entrisme, moi je ne suis pas pour l'entrisme. Il ne faut pas y aller en se cachant de ce qu'on est. Je ne m'en suis jamais caché, ça m'a amené quelques tracas, mais en général, là où j'étais en tout cas, voilà, on dirait que j'exagérais un peu, que j'étais un type très bien, mais un peu... Enfin bon, voilà, bon, c'est pas très grave. Il faut le faire, si on veut le faire, il faut le faire. Et puis il faut essayer de passer sur de nouvelles idées. Et moi je pense que il y a 2-3 idées rapides, hein, en passant, je pense que le vrai combat de l'avenir, il va être sur 2 points fondamentaux. Bien sûr, la mondialisation et le libre-échange. Ça, j'ai pas le temps de l'aborder, mais nos syndicalistes sont tous, y compris la CGT, nos trotskistes sont tous, nos UMP sont tous, nos socialistes sont tous libre-échangistes. Il n'y a aucun problème. Là, bon, et on va peut-être bientôt avoir un Premier ministre, moi, que j'aime bien, totalement cinglé, Pascal Lamy, qui m'aime beaucoup. On s'aime tous les deux beaucoup. Et Pascal Lamy, il est quand même aujourd'hui, il est fortement pressenti. Alors Pascal Lamy, c'est l'OMC. Et il se dit social-démocrate de l'OMC. C'est un truc qui est génial, hein, social-démocrate de l'OMC. Je signale en passant que c'est sublime. Et voilà. Et Pascal Lamy, ça serait un signal. Moi, entre parenthèses, entre nous, je rêverais qu'on l'élise, qu'on le mette ministre. Formidable. Pour nos idées, ça sera un truc absolument formidable. On n'aura plus rien à faire, on n'aura plus besoin de se réunir, parce qu'il va voter pour nous, il va avancer pour nous. Parce que Lamy, c'est un grave de chez grave, quoi. Voilà. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est un type, il faut savoir ce qu'il pense quand on discute avec lui, ça m'est arrivé. Hein, donc, il faut savoir ce qu'il pense. Un peu comme DSK, si vous voulez, quoi. Je vous raconterai une anecdote sur DSK tout à l'heure, si vous voulez, qui est quand même aussi quelqu'un d'assez fabuleux. Et donc voilà, parce que j'ai rencontré DSK avec mon syndicat, c'est-à-dire rencontrer DSK dans son bureau à Bercy et entendre ce qu'il disait, c'est quand même extraordinaire, il faut le croire. Vous n'allez pas me croire, il faut me croire. Hein. Et c'est vrai. Et donc, il y a ce problème du libre-échange qu'il faut poser. Ça va être compliqué, parce que le syndicalisme, il est « Ah, mais Philippe, t'exagères, nous, on est pour une autre mondialisation, on est, comme disait un de mes copains roumains, très bien, on a bien mondialisé l'économie, il faudrait mondialiser les droits sociaux. Alors, Bogdan, je lui dis, Bogdan, t'es très sympa, mais comment on n'arrive même pas dans nos pays à empêcher le recul, tu veux maintenant aller mondialiser les droits sociaux. Alors, bon, voilà, bon. Non, mais c'est vrai tout ça. Bon,
Donc c'est pas possible, donc il va falloir les convaincre. Je pense qu'on va peut-être réussir à les convaincre parce que tout le phénomène de délocalisation sur place, travailleurs détachés, commence à les heurter beaucoup. Donc on a un travail à mener là-dessus, et puis on a un deuxième travail à mener pour ceux qui sont dans les syndicats. Moi je continue à travailler avec eux, donc je mène ce travail. Et un deuxième travail, c'est la question de l'entreprise. Alors, elle a été abandonnée complètement. C'est sublime, enfin, de voir que l'entreprise aujourd'hui, plus personne n'en parle. Plus personne ne parle de réforme de l'entreprise. J'en parlais avec Pierre. La participation, plus personne n'en parle. Hein, aujourd'hui, on parle de participation financière. On a ces réformes absolument géniales. Vous allez pouvoir débloquer vos 1500 €. Ça va soutenir la consommation. Enfin, Sarko l'avait fait, d'ailleurs, Hollande l'a fait, bon, bien sûr, puisqu'ils font la même chose. Et non, c'est pas ça. Je parle de réforme profonde de la, j'aime pas le mot, hein, de la gouvernance des entreprises et bâtir véritablement, non pas l'autogestion, non pas la congestion, il faut peut-être trouver un autre mot, mais bâtir vraiment une vraie participation. Je vous signale qu'on peut y réunir là-dessus beaucoup de gens. Hein. On peut réunir des chrétiens, hein, voilà, bon, on peut réunir des gens de gauche, on peut plein de gens différents qui seraient d'accord avec ça. Il y a là quelque chose qu'il faut faire, à mon avis. Et là, si on se saisit de ce sujet dont plus personne ne se saisit actuellement, ce qui fait d'ailleurs un peu rire tout le monde, d'ailleurs, oh, qu'est-ce que tu veux faire sur la réforme de l'entreprise, que tout le monde a abandonné, je pense que là, je vais terminer là-dessus, on a vraiment quelque chose, un créneau à occuper, et on sera surtout les seuls. Voilà. Et puis après, on va discuter.